Et Blier me dit, tu fais peur aux femmes. Je dis, qui c'est qui t'a dit ça? Il me dit, c'est le producteur. Mais il est con. Je dis, je ne peux pas faire peur aux femmes. J'aime les femmes. Mais je les aime pas comme un macho. J'ai jamais... je ne sais pas ce que c'est que séduire. J'ai jamais fait la cour à une femme. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce que tu veux faire, j'ai... On va mettre un petit coup de peine. Quoi? Là? Là, c'est bien, laisse ça. Voilà. Oh. En le voyant arriver, les gens disent volontiers « Voilà un homme qui a la tête sur les épaules. » Ce corps robuste, éloquent, supporte une tête coiffée ou décoiffée de mèches, de copeaux, d'herbes, plus propre à l'adolescence. Essaye de passer, Gérard. Ta main droite, essaye de la passer à l'intérieur pour pas qu'elle soit coupée. Non, au contraire, que je la vois. Que tu prennes le montant. Non, au contraire, en sortant. Quoi? Redresse-toi bien, Gérard. Redresse-toi. Voilà, très bien. Non, 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 tu peux garder les jambes croisées. Ah. Voilà. Attention à la bouche. Ah non, c'est bien, ça. Attention à la bouche, Gérard. Quoi, bon? Non, non, j'ai dit attention à la bouche. Ah, celle-là, elle est belle. Tu peux regarder ailleurs, Gérard. Hein, tu peux... Voilà, voilà, voilà. Allez, là. Regardez. Un visage qui vit dans le présent, oublieux du passé, insoucieux de l'avenir, et que la vie exaspère ou comble selon. Je vis avec Gérard Depardieu. Par exemple, quand j'ai écrit quelque chose, il s'impose automatiquement. Je suis à mon bureau, je suis tout seul et j'écris. Je suis en train de manger ma blanquette de veau. Et je me dis, quel acteur peut dire ça? Il n'y en a qu'un au monde, c'est Gérard Depardieu, évidemment. De même que quand on est à proximité d'un bloc de glace, on est irradié par le froid. Lorsqu'on est à proximité d'un bloc de Depardieu, on est irradié par une forme d'intelligence, de goût de la vie et de bonheur, quoi. C'est pareil. Gérard, on peut tout dire de lui et son contraire. D'ailleurs, Gérard a tout dit et son contraire. C'est un peu comme Victor Hugo. Il a tout dit et son contraire pour être sûr d'avoir tout dit. Toute ma vie, j'ai couru pour plaire, pour faire en sorte qu'on puisse m'estimer, afin qu'à mon tour, je puisse avoir un peu de considération pour moi-même, ne serait-ce qu'un dixième de l'estime que me portaient les autres. Mais maintenant, je m'en fous. On me prend tel que je suis, ou on ne me prend pas. Elle est belle. Bon, bah, je prends ça. Attends. Lève pas plus, là. Qui c'est qui a apporté ça, là? Ça, c'est quelqu'un de chez Bertrand Zabé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux faire, j'ai... On va mettre un petit coup de peine. Quoi? Là? Là, c'est bien, laisse ça. Voilà. Oh. Jean? Bah, vas-y.
Moi, j'ai pas eu d'enfance parce que je suis passé à la survie. Donc, c'est pas eu d'enfance. Et de même, je suis très heureux. J'ai eu une enfance jusqu'à 8 ans, jusqu'à 7-8 ans. Mais j'ai eu mon éducation, c'était de regarder les autres et de voir comment ils faisaient. Les imiter, quoi. Personne n'a voulu de moi, ni les écoles, ni les curés. Il n'y a que les flics, avec lesquels j'ai ri, et que je respecte énormément. Châteauroux, ça reste toujours Châteauroux. Ce sont des gens discrets, qui sont des berrichons, quoi, qui se tiennent à leur place, qui ne dérangent personne. Et les maisons étaient petites, les portes étaient petites, les esprits aussi. J'habitais une maison au 39 rue du Maréchal Joffre. À coin de rue, en dessous, il y avait la voisine, la Memette, et le Milou, son mari. J'avais aussi le souvenir d'un père merveilleux, d'une mère aussi très, très belle. Dédé et la Lilette, oui, ils se sont beaucoup aimés. Il y avait du rêve, énormément de rêve. Là, c'est un monde d'où je viens et dont je suis fier. La Lilette, il y a une douceur dans son visage qui est indescriptible. C'est quelqu'un d'à part, et je dois dire qu'elle m'a beaucoup, beaucoup aimé. Et elle m'a beaucoup aidé. Et quand elle voulait changer son train de vie, eh bien, elle allait au cinéma et elle se mangeait le film pendant 15 jours dans la tête. Voilà. Ce que le Dédé, mon père, m'a appris, et la Lilette, c'est il faut surtout fermer sa gueule et passer. Et le meilleur passage, c'est le sourire. Et j'ai dit oui. Ouais, je comprends. C'était un homme libre qui n'a jamais cherché à mettre son empreinte d'une éducation quelconque sur nous. Je veux dire, j'aurais pas la confiance que j'ai en moi si j'avais pas eu l'amour de ma mère et la fantaisie de mon père. Gérard, il protégeait, oui, parce qu'à l'école, bon, fallait pas embêter la sœur, fallait pas... Il était très gentil. Bon, souvent, quand on manquait un peu d'argent, il disait à ma maman, bon, ben, tu verras, quand tu serais grande, je t'achèterai du saucisson, je tiendrai une boucherie, où on aura de la viande et tout. Bon, ben, on n'était pas malheureux, hein, mais le soir, souvent, c'était un café au lait ou un truc comme ça. Voilà. Mon rêve, c'était de boucher. Pourquoi? Pâtissier, j'ai été 2 jours, c'était pour nourrir les gens. Boucher, pareil. Pour donner de la viande, pour nourrir les gens. On en arrive comme ça. C'est top. Alors tu veux que je vais la mettre sur cette épaule-là? Je vais changer. Tu vois comme ça. Cette épaule-là, hein? Oui. Voilà. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Plié. Dans ce sens, Gérard, dans ce sens-là, tu ne changes rien. Juste chope bien la lumière, c'est tout. Il y a une photo qu'a fait Richard Melloul qui moi, m'a marqué énormément. C'est une photo, on le voit dans des quarts de bœuf, dans des pièces de bœuf. C'est un peu comme le Rembrandt, quoi, comme le bœuf de Rembrandt. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vérité crue. Il n'y a aucun après accent circonflexe T, aucun. C'est tac. C'est à prendre ou à laisser. Sur 14 bases aériennes, les Américains en utilisent 4 de façon intensive. L'une des plus importantes, celle de Châteauroux, est spécialisée dans le transport et l'entretien du matériel. L'esprit que j'ai de Châteauroux, c'est les Américains. Acheter américain, disent les pancartes des PX, ces bazars drugstore géants que l'on retrouve sur toutes les bases. Autant de perdus pour le commerce local.
Je faisais un gros trafic avec les Américains, et comme j'avais un physique qui, à 13 ans, était 1m80 et 75 kg, c'était un bon poids moyen, et je m'entraînais à la boxe avec les GI américains de la base de Châteauroux. Et ils me prenaient pour un Américain, les gens. Et je savais, yes, yes. Et c'était que ça. Et les Américains sont partis en 63. Et moi, j'ai dû partir un an avant. J'ai quitté ce monde qui, je dois dire, me laisse toujours des très jolis refrains dans la tête. J'arrivais directement des bois de Châteauroux. Moi, je suis venu dans ce métier, alors que je ne savais pas que j'allais faire ça. Enfin, finalement, j'ai fait ce métier exactement comme j'ai vécu. De 8 ans dans les fêtes foraines. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait la même chose. Et je n'avais aucun formatage d'éducation quelconque. J'habitais avec 4 copains, dont un était de Châteauroux, qui m'avait emmené, qui était le fils d'un médecin qui s'appelle Michel Bilorger. Après, ils m'ont emmené chez Dulin, où il y avait Trintignant qui donnait des cours. Et moi, j'y allais comme j'allais partout. Je rentrais directement, en regardant les gens dans les yeux. Et un jour, il m'a dit, il faut que tu me passes ta scène, toi. J'étais pris au piège. Donc, moi, je connaissais rien de ça, des textes. Je suis monté sur scène, et puis j'étais là, sans rien, mais étrangement, je n'avais pas peur ni le trac. J'étais là. C'était un drôle d'effet de se retrouver dans une lumière, sur une scène où des gens t'attendent, te regardent, qui sont des jeunes qui ont des vies équilibrées avec des... Et puis, j'ai regardé ça. J'ai commencé à rire, mais après ça devenait un rire terrible. Et tous les gens commençaient à rire. Et il a dit, c'est une improvisation. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, Michel m'a dit, viens, on va aller chez Jean-Laurent Cochet, parce que il va t'apprendre les classiques. Et j'arrive chez Jean-Laurent Cochet, et lui, il me voit débarquer avec des bottes poilues, des cheveux jusque-là, une espèce de bête, avec cette espèce de rire. Je connais. Ça va. Une espèce de grand viking avec les cheveux sur les épaules, un jean certainement déchiré, déjà, il avait devancé la mode, bon, des grosses bottes en poil, je ne sais quoi. Mais il y avait justement en lui cette fraîcheur. C'est ça, la grâce, parce que c'est un personnage de grâce. Quand on me demandait d'apprendre un texte, il fallait que je mette des images, parce que, par exemple, dans Britannicus, quand il dit « Que dis-je, et j'idolâtre », je dis, pour moi, idolâtrer, ce n'était pas un verbe, c'était simplement que l'amour, ma passion pour elle, était un feu brûlant qui jaillissait de l'âtre de la cheminée, qui m'enveloppait. Et après, il a fallu apprendre les vers. Après, Pyrrhus. Ah, je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? La Grèce en ma faveur est trop inquiétée. C'est quoi ce... De soins plus importants, je l'ai cru agité.
Mais ça veut dire quoi, ça? Je veux dire, ben, il dit la Grèce, c'est un pays. Ça s'appelle un alexandrin. Tu as 12 pieds. Alors, il m'explique, bon. Pour moi, je ne comprenais rien. Et d'un seul coup, puisque pour moi, les mots devenaient comme de la musique, me voilà à dire des choses en prenant mon temps et en articulant, alors que les autres, j'avais déjà entendu ça, et c'était des gens qui, la Grèce, en ma faveur, est trop inquiétée, Seigneur, et sur le nom de son ambassadeur, j'avais dans ses projets conçus plus de grandeur. Déjà, vous prenez, déjà, moi, je me suis assis et j'ai parlé comme un voyou. J'ai regardé l'autre, je lui ai dit, la Grèce en ma faveur est trop inquiétée. De soins plus importants, je l'ai cru. Agité, Seigneur, et sur le nom de son ambassadeur, j'avais dans ses projets conçus plus de grandeur. Qui croirait en effet qu'une telle entreprise du fils d'Agamemnon mérita l'entremise qu'un peuple tout entier, tant de fois triomphant, n'eût daigné conspirer que la mort d'un enfant? Et il y avait un silence quand j'ai coché. Et il m'a dit, viens voir, comment t'appelles-tu? Gérard Depardieu. Et là, j'étais donc devant son bureau. Et il fait devant le bureau, j'étais à genoux, j'écoutais, je dis, ouais. Elle me dit, t'as déjà travaillé? Je dis, ouais, bien sûr. Et là, il me regarde et il me dit, mais tu vas travailler dans César de Bazan. Tu vas travailler à Ruy Blas. Je dis, qu'est-ce que c'est, non? Il se fout de ma gueule, là. Je dis, d'accord. Et je commence à écrire, mais comme je ne savais pas bien écrire, donc j'avais même ma main là-dessus. Comment t'as dit, là? Dans le César de Bazan, ouais. Et c'était pour moi des noms de chiens. Je ne connaissais pas du tout. Il aurait pu rester, ça, cette espèce d'homme des bois, comme ça, un peu insolite, mais il s'est mis à travailler, mais comme un dingue. Il dévorait tout le théâtre de Racine, il dévorait tout Musset, et quand il travaillait un personnage, c'était pas une petite scène extraite du contexte, comme ça, il travaillait le rôle entier. Un été, il nous avait suivis en top avec des amis, on était en vacances sur la côte, on le voit arriver un matin, comme ça, il avait un blouson, un slip, mais il avait à la main tout le théâtre de Marivaux. Il se mettait dans un coin sur un rocher, comme ça, sur la plage de Cagnes, et il passait ses journées à lire les dialogues entre les marquises et les contes de Marivaux. Gérard m'impressionnait beaucoup. C'est un drôle d'animal. Il a tendance à regarder, vous savez, jusqu'où il peut aller, et il sent tout. Il sent le rôle, il sent si son partenaire a la peur ou pas, il sent si... Il a une présence extraordinaire que les spectateurs peuvent constater, mais qu'on ressent sur le plateau. C'est-à-dire que quand Gérard est là, quoi. Il est là partout. Il y a des monuments, il y a des gens qui sont les personnes, voilà, les rares personnes qui sont emblématiques de ce métier. Gérard, c'est son tour. On ne peut pas jouer avec un grand acteur sans sortir grandi. Jouer avec Gérard, c'est tout de suite... On se dit tout de suite, il va falloir que j'aille là. C'est pour ça que je ne me suis pas fait bouffer, parce que je me suis dit, je ne peux pas rester là, il va falloir que je fasse ça. Ce qui m'a mis en valeur dans le film, c'est le regard de Gérard. Avec qui je suis.
Mais qui c'est ce Gugus? Qui c'est ce Gugus? Il se l'est dit au fond de lui-même. Je parle du personnage, mais qu'est-ce qui le fait bien, Gérard, dans le film? Qui c'est ce Gugus qu'on m'a foutu dans les pattes? Et ses silences étaient extraordinaires. C'est pour ça que c'est un grand acteur, c'est que son œil dit tout. Son œil dit tout. Son œil peut dire le désarroi, la crainte, la peur, la colère, tout. C'est un caméléon. C'est un jouisseur. Il veut tout connaître, tout dévorer même. Ricardo Muti me disait toujours, j'ai envie de rencontrer ce personnage, je veux le rencontrer. Muti, qui est plongé dans Verdi, dans Beethoven, dans Wagner, qui est le plus grand chef aujourd'hui qui existe. Vous savez, c'est pas tous les acteurs qui se retrouvent avec le Philharmonique de Vienne, Ricardo Muti, avec le Symphony Chicago Orchestra. Bravo Gerardo. Che cos'era? Io sentivo. Pataca, ho detto! Ma guarda Come che sta? la televisione del patacca è una parola... Una parola normale per noi. Sì? Sì, perché sta molto bene. E tu, ieri ero troppo stanco. Non ti preoccupare. Tu sai che tutte le mattine mi svegli alle 6. Ah sì? Io mi sveglio alle 3. Ma tu sei molto forte. Sì, no, guarda che... E anche c'è la musica No, che ti porta, che sai la che cosa ti bella sveglia. è Sì. che mi sveglio alle 3, accedo la televisione e c'è sempre un film con te. No. Et ensemble, ils ont fait l'Hélio de Berlioz. Ah, c'est bien. Et ils ont fait aussi Ivan le Terrible de Prokofiev. Io aspetto solo di lavorare con te di nuovo. Anch'io, Riccardo. Prima che io muoia. Guardi che c'è stato un professore che ha detto una cosa molto tragica, molto drammatica. Ha detto una volta, quando c'era the break nella lezione, c'era la pausa, si sentivano questi ragazzi che ridevano, giocavano. Adesso nella pausa c'è silenzio totale, perché tutti stanno fare non c'è più comunicazione. Ma no, ma anche non c'è più cultura. Certo. Perché la lingua di dispararsi c'è tutto. Sta sparendo. È terribile. Anche... Meno male che ci sono persone come te. Sì, come te anche. Perché è quello che manca di più è la gioia. T'as vu? Du 8 avril au 3 mai. C'est bon. Moi, j'ai pas vu les 25 ans passer avec Gérard, là. Je les ai pas vus. Mais bon, C'était le rêve à Gérard, ça. Ça sert? Oh, on a été ensemble, on a roulé ensemble. Là, on commence le truc. Il faut rouler doucement avec ça. C'est des 3 vitesses. Ça, Non, mais t'attends. Klaxonne de temps en temps. T'es à 100, 140 km, même 140, tu peux y aller, hein, monsieur. Ça suffit, Tout est suffit net. avec ça. Avant tout, c'est un ami. On n'a pas besoin de se parler avec Gérard. C'est ça qui est bien. C'est que je le regarde, je sais ce qu'il a, je sais ce qu'il veut, je sais ce qui lui manque, je sais ce qu'il a en médicaments, je sais tous les trucs. Parce que j'ai promis une chose dans ma vie, c'est de m'occuper de lui jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est le joie à Gérard, ça. Il est fasciné par toutes ces choses-là. Les trucs comme ça, tu lui fais ça, voilà. L'autre, il regarde, il est comme un enfant, quoi. Un jour, je l'ai emmené chez le roi Merlin. On prend l'ascenseur, on monte, on est tranquille. Hein. Il y avait presque personne, on était le matin de bonne heure. Un gosse dans un truc de jouet. Il était là, il touchait un espèce de tuyau. J'ai dit, attention, c'est un Karcher. Et il a dit, on achète ça. Après, c'est un groupe électrogène. On achète ça. Après, c'est la visseuse. Et j'ai dit, la visseuse sans les embouts. Et il avait les embouts après, les machins. Et si, et ça, il voulait tout acheter. C'est la première fois de sa vie qu'il devait rentrer dans un magasin. Mais c'est un gosse. Un gosse.
recherche ce que c'est que le mystère d'un cœur humain. C'est ça qui est passionnant. Donc il est au-delà du simple acteur. Parce que Gérard a une passion créatrice en lui. Il aime le cinéma. Je pense qu'il est au-delà, il est dans l'exubérance, il est dans la démesure. Et alors la démesure reste la seule chose qui soit à la mesure de son talent, de son apparence physique, de son intériorité. Il se fie à son instinct. Il y va. C'est quelqu'un qui ne renonce jamais à son propre chaos, à sa détresse. Et voilà. Là, ça donne quoi, Gérard, ça? L'expression, là? Ça, c'est l'expression d'essayer d'être à la hauteur, de plaire. De plaire. Calcutta, c'est quand même une ville qui fait rêver. C'est un nom extraordinaire. Il fait extrêmement chaud. Je suis venu voir un grand ami aussi, qui est M. Satyajit Ray, avec qui j'aimerais bien continuer d'être ami. Je ne dis pas tourner, parce que ça, toute tournée, ça se fait ou ça se fait pas, c'est vraiment pas grave, c'est surtout l'homme. The script of which? Of the last one? Yes, it's Public Enemy. Yes. Can I see? It's the number of shots. Yeah, actually, it's the editing scheme, really. It's. The costumes. Yeah. Oh, yeah, in color. Yes. Do you never have to cut your hair short for any yes. part? You have to cut your hair short? Yes. You do? Yes. I thought you were always like that. No, because this is for Cyrano. Cyrano de Bergerac. Yes. Another play for children. Yes. In many recent movies. Then you wear an extra nose? Yes, extra nose, yes. My extra nose. But one is not enough, which it looks strange. But Thank you. he understands very well English, as you see. Yeah, I can see that. Puis cette moustache, eh bien, c'est Cyrano qui s'avance, quoi. Faut que je me laisse pousser le nez, dans un mois il sera bon. Et la foi, on verra bien. Je pense pas qu'on puisse être génial, jamais. Je pense qu'on peut faire du bien ou qu'on peut être en ligne avec un personnage. Il y a des rencontres avec des personnages comme Cyrano. Bon, je n'avais jamais lu Cyrano avant de le jouer.
faut pas oublier d'ailleurs que Cyrano, c'est la première fois il se retrouve tout seul face au grand public. Il n'a pas d'énormes vedettes à côté de lui. Il partage pas, il est tout seul en tant que grosse vedette. Hein. Non. C'est très important. Je pense qu'il avait très peur de cette rencontre avec un rôle aussi mythique. Son premier jour de tournage, je crois, c'était la première scène de Cyrano. C'était un immense plan, très long, très compliqué. Et il était mort de trouille, quoi. Je vais les mettre sous. Voilà. Y est, Pierre. Bon. 128, 9e. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le tigre. Pas de bruit. Attendez. Je choisis mes rimes. Et à un moment, il fait « Bon, à couper, là, c'est pas la peine d'aller au bout, là, on s'est gouré, allons-y, on reprend. » Et en fait, c'est lui tout seul avait vu que le travelling était de 2 cm pas à sa place, quoi. Alors qu'il avait à penser à descendre un escalier, à passer sur les rails, à remonter, enfin, un plan d'une complexité incroyable. Et lui, il voyait bon, bref, ça c'est... Voilà, c'est bien, ça. Ok. Allez. Non mais c'est difficile de quitter un personnage comme Cyrano. Je suis déguisé, mais tu vois, j'essaye de couper la moustache de Cyrano et j'arrête pas de me couper là, partout. Parce que je tentais de me raser et je n'arrive plus à me raser. Et donc je me coupe. C'est extrêmement violent, arrêter un film. Avant ça l'était moins, parce que j'étais peut-être un peu plus jeune. Mais là, c'est de plus en plus violent. Et j'arrive de moins en moins à comprendre et à entendre cette chose-là. Il aime la campagne, beaucoup plus que la mer ou la montagne. La chaleur le tue. Le matin, lorsque le jour s'étire, il est toujours levé pour assister à son réveil. Il est l'un de ces animaux prédateurs et vulnérables que l'on s'obstine en vain à apprivoiser. Il joue toujours un homme libre et il joue toujours un rebelle. Alors si un voyou est un rebelle et un homme libre, alors c'est un voyou. Mais je crois que c'est surtout ça. Il joue toujours un être à part, un ange ou un démon. Ange et démon, on aurait pu dire ça, un ange démoniaque. Mais souvenez-vous des premiers films de Gérard, il a quelque chose chez lui d'angélique et avec une violence dans les mouvements de corps qui fait plus penser à Belzébuth. Non, les valseuses, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Après, de toute façon, j'ai souvent fait des films sans savoir ce que je faisais. Mais je te laisse même. Ça, c'est fait avec le... Ah, ça, c'est magnifique. J'ai vraiment voulu le faire. La sortie de prison. Celle-là, tu la connais parce qu'elle était dans le livre. J'avais entendu parler d'un film sur... À l'époque, ils appelaient ça sur des loupards, et puis... en vérité, c'était pas du tout ça, c'est simplement... c'était un road movie. Et puis, j'ai lu le livre, alors qu'à l'époque, je savais à peine parler. Et puis, j'ai vu Bertrand Blier, et je lui ai dit, c'est moi, Jean-Claude, c'est moi. Et très vite, on s'est dit, avec le producteur Paul Claudon et moi, on s'est dit très vite, ça serait bien étonnant qu'on prenne ce mec-là, quand même. Brutal, trop fort, trop rustique, trop agricole, quoi, disons, en gros, hein, un acteur agricole. Il disait, je sais pas, je suis en train de penser à Coluche et à Patrick. Je dis, Coluche, ça va pas, il faut quelqu'un de fort. Et je suis resté tous les jours. Et dès que j'ai commencé à préparer le film, mon père immédiatement m'a dit, je sais pas pourquoi tu t'emmerdes à chercher des acteurs, puisque de toute façon, tu vas prendre Depardieu. C'est le meilleur. Et Blier me dit, tu fais peur aux femmes.
Qui c'est qui t'a dit ça? Il me dit, c'est le producteur. Mais il est con. Je ne peux pas faire peur aux femmes. J'aime les femmes. Mais je les aime pas comme un macho. J'ai jamais... je ne sais pas ce que c'est que séduire. J'ai jamais fait la cour à une femme. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je pense pas que maintenant on pourrait faire des choses pareilles, parce que maintenant il y a les espèces de pornos, t'as toutes les chaînes, t'as des pornos, t'as ce putain de machin où tu peux te montrer ta queue, te voir, tête de con, tiens, je te mets de ma queue. T'as tout ce qu'on veut. C'est un film sur la liberté, ce sont des gens qui cherchent. C'est l'appétit de vivre, l'appétit de foutre la merde, l'appétit de déranger. On lui a rien fait à cette femme, elle fait peur. Bon. Moi, je vais te dire, maintenant, ils font plus peur, ils tuent. Je pense qu'ils étaient meilleurs que Paul Newman Redford. À eux deux, je faisais le tour du monde, je pouvais raconter toutes les histoires. Mettre en scène était facile, on mettait la caméra, on disait moteur, et puis on pouvait aller pisser, revenir, c'était fait, quoi. Hein. Oh, on était insupportables. Incontrôlables, parce que c'est... On peut dire qu'ils n'arrêtaient pas, oui. Ils n'arrêtaient pas, ils avaient la santé, ils étaient vifs, les acteurs étaient dans la vie comme à l'écran. La beauté de cette insouciance, cette jeunesse, c'est des gens sexy, c'est des gens qui sont dans la vie. Tout me semblait être la vie de cette époque. On sort de 68, moi j'ai traversé 68, où j'allais à l'Odéon, où les gamins fumaient des joints, tout ça, parce qu'ils étaient très éduqués. Et moi, j'allais... Une fois, les attendre à l'Odéon quand ils étaient bien pétés, puis je leur volais. Oh, je te vois, ta petite. Oh, c'est à moi, ça maintenant. Tu vois, ta petite. Oh, l'amour. Hop, c'est à moi maintenant. Dors. Et moi, c'était pas une journée de tournage, c'était simplement de rentrer dans un métier qui n'était pas mon métier, qui était un métier de liberté. J'ai jamais pensé que j'ai travaillé dans aucun film. Même sur des films américains où il faut causer anglais, alors, je dis, tu me mets un texte là, puis je le lis, je le regarde comme ça, puis voilà. Ça apprendre, pour moi, c'était essentiel. Je veux dire, c'est au moins la moindre des politesses à te rendre quand on te donne autant de liberté, à savoir une heure de maquillage, quand on te fait ton emploi du temps de la journée. Et qu'après, le soir, quand tu rentres dans ton hôtel, d'un seul coup, ton propre silence devient gênant. Et il faut sortir, aller boire. Heureusement, il faut beaucoup de santé pour être acteur. Patrick était quelqu'un de très douloureux. Extrêmement joyeux, mais très douloureux. Il y avait toujours quelque chose derrière lui qui était... Il y avait trop de colère. Je t'ai toujours connu, écorché vif, grand brûlé. Tu la trouvais belle, la mort. Bien garce, offerte. Je te le dis maintenant sans gêne et sans en faire un drame. J'ai toujours senti la mort en toi. Je ne peux pas m'empêcher de penser, Patrick, que si tu n'étais pas parti, c'est peut-être toi que j'aurais embrassé dans tenue de soirée. Quand j'ai su que c'était fini, je me suis dit, bah oui, quoi, rien à dire. Elle est tout de même pas surjouée comme les mauvais acteurs, et puis, je t'avoue, moi, bien en face, je m'en fous. Je veux pas rentrer là-dedans. Moi, je suis une bête. Ça m'est égal, la mort. La mort, on connaît pas.
Je suis la vie jusque dans sa monstruosité. On voit pas bien là. Elle est Thierry. Et j'avais envie d'écrire des lettres à tous ceux auxquels je pensais ne pas avoir assez parlé. Et parce que j'ai jamais pu lui. Et puis en plus j'étais très pudique, mais j'ai eu beaucoup de confessions de Patrick. En tout cas, j'ai partagé ses douleurs avec lui. Il fait réapparaître les gens, Gérard. Il fait réapparaître les morts. Il les fait parler, il les voit. Il leur donne une vie, une lumière. Tu leur parles encore aux disparus? Bah, bien entendu. Tous les jours, ils sont là, partout. Là, il y a Guillaume, il y a tout le monde. Barbara, elle chante. Marguerite s'interroge. Vous le voyez? Oui. Je le vois. Infatigable. Les gens d'esprit ne meurent jamais. On ne vit qu'avec ce qu'on a perdu. Ceux qui sont devant vous n'attendent que votre mort. Ils vous aiment, mais ils disent putain, là, il va pas se barrer, là, qui nous fait chier. Putain, qu'il nous foute la paix, qu'on l'aime, enfin. Mais non, ça c'est. Je te dis ce que je ressens et ce que je vis. Il y a un être vivant comme Marguerite, comme Barbara, comme Maurice, comme Guillaume, comme Jean, Carmé, comme le Dédé, la Lilette, comme tous ces gens. Ils tiennent. Ils s'effacent pas. Et ils tiennent parce que je me rends compte à quel point ce que j'ai vécu avec eux était éternel. Hop, la mange à nous. Mais oui, mais vous m'avez pas réveillé dans plus. Non, viens là, viens. Allez, bruit. Bon, Toby, je vous laisse, Toby. Oui, bah oui. Mais où il est le gros con alors? Toby. Qu'est-ce qu'il y a? À tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Toby. Oh, non. Toby. J'ai déjà vu la lumière et senti la chaleur et le soulagement, la libération. J'ai vu ça dans... J'ai senti ça chez ma mère. Elle était en paix, d'un seul coup son visage était détendu. Chez le Dédé, mon père, c'était comme une surprise. J'étais obligé de lui mettre un... J'entendais l'infirmière parler comme ça, puis je disais, mais merde, c'est qui? C'est le Dédé? Et là, j'ai été voir les infirmières, j'ai dit, vous n'avez pas un torchon là qu'on lui, avant qu'il va quand même pas partir comme ça? Oh oui, oui, c'est pas. J'ai mis un torchon, il ressemblait à une espèce de gros œuf de Pâques à sa tête. Et j'ai vu Jean Carmé qui était un peu en colère. Salut, à tout à l'heure. Tu sens bien, hein, tu sens le bien-être. Il n'y avait pas de ce trait qui repose
Barbara était soulagée aussi. J'ai vu que deux... J'avais vu Yves Montand, qui était alors un type très carré, qui tout à coup était tout petit, rapetissé. Et là, je me suis dit, finalement, ce corps, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a 70% d'eau. Et d'un seul coup, il s'était complètement rapetissé. Il n'y en a que deux que j'ai vus vivants dans leur cercueil. C'était Maurice Pialat et Guillaume. Bon, c'est normal, une claque, c'est rien. Les coups, bah, machin, en disant non, ce sera pas comme ça. Bon. En plus, dans une situation donnée. Maurice a toujours été... Il était même intelligent. Il n'y avait pas de questions. Il n'y avait pas de réponse. Il avait toujours cette lucidité. Et chez Guillaume, il y avait une grande violence. Si j'ouvrais le cercueil maintenant, je retrouverais la même violence, la même force. J'étais frappé de voir ces deux, les deux seuls, dans un cercueil encore vivant, avec leurs sentiments intacts. Guillaume est mort comme un poète, comme Rimbaud est mort. C'est simplement que lui, il avait les mots. C'est comme Rimbaud. Quand on lit Rimbaud, il est mort à 33 ans, à la jambe coupée, comme Guillaume. Ah non, c'est pas ça. Guillaume, il hurle encore dans la maison. Il est costaud. Depuis des années, j'ai pas allumé la radio un jour sans m'attendre à apprendre une très mauvaise nouvelle. Et je vis avec ça en me disant, ça serait terrible que j'ai perdu les deux, quoi. Pour l'instant, il m'en reste un. Voilà. Mais je peux plus faire de film avec les deux. Qu'est-ce qu'il est devenu récemment? Enfin, parlons-en. Qui juge quoi? Enfin, oui, l'image publique, c'est... Vous savez, il y a le caillou qu'on jette dans l'eau, puis après, il y a les ondes. Hein, et la rumeur et comment dirais-je, le commentaire devient plus important que l'événement lui-même. Rien que pour ça, que les toutes petites natures qui se permettent de dire des choses sur lui la ferment définitivement. Je chasse toutes les choses qui peuvent appartenir au passé. Je vis dans l'instant, dans le présent. Je me dis, putain, j'en ai loupé des choses.
avec mon impatience. Aujourd'hui, je jouis d'être patient.